Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu à la théorie de Kohlberg sur les stades du développement du jugement moral. C'est une théorie qu'on retrouve en psychologie cognitive plus précisément. Donc, c'est pas une perspective philosophique, c'est une perspective sur le développement du jugement ou des types de raisonnement. On va examiner cette théorie-là, ou les travaux, en fait, de Kohlberg, dans la mesure où ça aide ensuite à situer les différentes perspectives philosophiques sur l'éthique ou sur la moralité. Ça vient situer ou donner un cadre plus général, même si, bien sûr, la théorie sur le développement du jugement ne donne pas d'indication sur ce qu'est une bonne ou une mauvaise réponse, mais permet d'aborder, je crois, les théories philosophiques ensuite avec une perspective plus large. Au 20e siècle, on a eu différents psychologues qui se sont intéressés au développement moral et à l'éducation morale aussi. Il y a Kohlberg, donc sur les stades du développement, que je vais vous parler maintenant. Il y a aussi Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité. Peut-être juste pour situer tout ça, pourquoi est-ce que ces théories-là se développent au 20e siècle? C'est pas juste parce qu'il y a progrès ou travaux en psychologie, c'est qu'aussi le 20e siècle est marqué par deux guerres mondiales et entre autres la Deuxième Guerre mondiale où il y a un choc après la guerre de découvrir ce qui s'est produit, de découvrir les camps d'extermination et une préoccupation pour plusieurs chercheurs, académiques, intellectuels, c'est d'essayer de comprendre parce que là, ils sont devant une situation où c'est pas tout simplement un peuple où il serait peut-être un peu facile par raccourci de se dire c'est des barbares qui ont fait de la barbarie, ça expliquerait facilement, mais l'Allemagne, au 20e siècle, lorsqu'il y a le développement des idéologies nazies en Allemagne et la Deuxième Guerre, bien, l'Allemagne est quand même une grande civilisation. Il y a de très grands intellectuels, il y a des artistes, il y a des musées, il y a un accès à la haute culture. Là, il y a comme un choc que la culture ne va pas nous sauver ou l'intelligence à elle seule ne peut pas nous sauver, n'assure pas une moralité. Donc, il y a tout dans cette dynamique-là, il y a tout un désir aussi d'essayer de comprendre comment se développe l'éducation morale dans le développement. Comprendre aussi, dans le cas par exemple de Milgram, le rapport à l'autorité. Se soumettre à une autorité qui est bonne, juste et bienveillante, ben, fait qu'on se soumet à quelque chose de bon, juste et bienveillant. Mais se soumettre à une autorité qui est défaillante, ou l'autorité par exemple dans l'Allemagne nazie, ben, c'est de se soumettre et de devenir soi-même partenaire de mal ou d'un désastre, etc. Donc, la théorie de Kohlberg, Lawrence Kohlberg, c'est une théorie donc qui prend un peu racine dans ce type de préoccupation-là où on essaie de voir comment est-ce qu'on peut raffiner notre compréhension de l'éducation morale. Kohlberg développe sa théorie où il y a une démarche cognitive, dans le courant cognitif, où il s'inspire des stades du développement de la conscience ou de l'intelligence qu'on retrouvait chez un autre psychologue cognitiviste d'origine suisse, Piaget. Piaget avait essayé d'établir les différents paliers par lesquels tout individu, peu importe son époque, sa culture, son contexte de vie, etc., va passer. Par exemple, l'enfant de très bas âge n'a pas la notion d'accélération, ne peut pas percevoir l'accélération. Donc, ce qui fait qu'en voiture, si on roule à, j'ai utilisé l'exemple, si on roule à 100 km/h, la voiture devant nous roule à 70. Si on demande à l'enfant laquelle des deux voitures avance le plus rapidement, bien, comme il n'y a pas la notion d'accélération, pour lui, la voiture la plus rapide, c'est celle qui est située à l'avant, géographiquement, ou dans l'espace. Donc, on va dire que c'est la voiture à l'avant, puisqu'il n'y a pas la notion d'accélération, même si nous, avec la notion d'accélération, on perçoit qu'on va plus vite, qu'on va dépasser l'autre. Ensuite, l'enfant acquiert la notion d'accélération, il comprend que même si on est situé à l'arrière dans l'espace, on peut être en train de rattraper l'autre, d'aller plus vite. Il y a l'accélération. Et donc, toute la représentation du monde, de ce qui nous entoure, ce qui nous environne, les mouvements,
change évidemment de façon très, très marquée à partir du moment où on a la notion d'accélération. Je reviens à la théorie de Kohlberg. Le questionnement de Kohlberg, c'était de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'analogue, mais au niveau de nos raisonnements sur l'éthique ou sur la moralité. Éthique et morale, ici, je les prends comme synonymes. Donc, il se demandait, est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qu'on peut voir à certains moments, mais qui occupent toute l'avant-scène et qui font en sorte qu'on ne voit rien d'autre. Et s'il n'y a pas d'autres éléments qu'on ne peut pas voir, un peu comme l'accélération, l'enfant en bas âge ne la voit pas, il ne la perçoit même pas. C'est pas qu'il ne comprend pas intellectuellement, il ne la perçoit même pas. Donc, Kohlberg se demandait est-ce qu'il y a des constellations comme ça qu'on ne perçoit même pas à certains stades, certains âges et qu'on va voir plus tard. À partir de ces recherches, Kohlberg a établi 6 stades qui regroupent en 3 niveaux. Donc, 2 stades par niveau. Premier niveau pré-conventionnel, stade 1 et 2. Deuxième niveau conventionnel, stade 3 et 4. Et troisième niveau post-conventionnel, stade 5 et 6. Les 5 premiers stades sont généralement bien accepté. Le 6e stade est très controversé. Lorsqu'on le regardera, je vous dirai pourquoi. Il est controversé. Ensuite, dans les travaux de Kohlberg, on peut diviser ça peut-être en 2 parties. Il y a ses recherches pour essayer de voir les stades du développement, du jugement moral. Et ensuite, il y avait un centre de recherche en éducation morale qui a dirigé à l'université de Harvard. Donc, Kohlberg, psychologue cognitiviste aux États-Unis, américain. Il a enseigné à l'Université de Chicago et à l'Université d'Harvard, surtout à Harvard, qui a fait carrière, la plus grande partie, et c'est là qu'il a eu son centre de recherche. Kohlberg est décédé en 1987, pour vous situer. Donc, les parties sur le stade du développement, différents paliers, pour les 5 premiers stades, assez bien acceptés, généralement. 6e stade, plus controversé. Ensuite, il y a un autre volet sur l'éducation morale, donc il essaie d'en tirer certaines implications. Là, ce volet-là est plus sujet à discussion et c'est peut-être pas étonnant parce que éduquer, c'est pas tout simplement la transposition de la science ou d'une science. Éduquer, c'est un art. Donc, que les parties sur les stades du développement se transposent pas directement dans une manière d'éduquer. C'est pas étonnant que cette partie-là soit plus sujet à discussion. Ce que je vais regarder, c'est pour se donner ce panorama-là, je vais regarder avec vous les stades chez Kohlberg, comment est-ce qu'il définit chacun des stades, c'est quoi les paramètres, c'est quoi les limites aussi, ou c'est quoi les problèmes qu'on peut rencontrer à chacun des stades, comment est-ce que ça fonctionne. Étant donné que les travaux de Kohlberg ont évolué, donc ce que je vous présente, c'est les points sur lesquels il y avait à entendre dans les dernières versions. Donc, je ne ferai pas l'historique des différentes modifications, mais tout simplement vous mentionner que c'était des recherches très, très larges et pour éviter les biais culturels ou de groupes sociaux, les recherches de Kohlberg et de son équipe ont été menées dans plusieurs pays avec des horizons très différents. Il y a eu des gens qui ont été interviewés à Taïwan, il y en a en Israël, il y en a en Allemagne, il y en a en Chine, il y en a ici au Canada, il y en a aux États-Unis, au Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Il y en a des gens qui viennent de milieux favorisés économiquement, d'autres de classe moyenne, d'autres de milieux défavorisés, avec des parents plus éduqués, moins éduqués, etc. Donc, il a varié vraiment l'échantillonnage pour avoir des gens d'horizons très variés, tant en termes d'horizon culturel que d'horizon de société ou de cadre législatif, que d'horizon socio-économique, de niveau d'éducation, etc. Donc, c'est une recherche là, vraiment à large échelle. Sur la manière de procéder, je vais d'abord vous présenter des considérations peut-être plus près de la méthodologie ou plutôt, disons, pour ce qu'on peut en tirer des travaux de Kohlberg et ce qu'on ne peut pas en tirer. Là, je vais commencer par des considérations donc très générales sur la perspective de Kohlberg sur le développement psychologique des raisonnements moraux ou éthiques. Et ensuite, seulement ensuite, là, je vais passer un à un chacun des stades en
vous donnant les indications en quoi chacun des stades consiste et quelles sont les limites de chacun des stades, qu'est-ce qui est acquis ensuite quand on arrive au stade suivant et lorsqu'on arrivera au 6e stade, je vous dirai pourquoi celui-là est controversé. Par la suite, dans une prochaine capsule, là, je regarderai des exercices avec vous qui sont dans votre cahier pour repérer ou pour identifier des raisonnements de divers stades. Donc, j'y vais en 3 morceaux. Premier morceau, considération très générale, mais très importante sur la théorie de Kohlberg pour pouvoir bien l'utiliser, pour savoir ce qu'elle peut nous dire. Ensuite, là, je vais passer chacun des stades en revue, vous les expliquer. Et ensuite, dans une prochaine, je vous indiquerai aussi les controverses, là, ou l'horizon général. Et ensuite, dans la prochaine capsule, là, je regarderai avec vous des exercices pour jouer avec ça ou travailler avec ça. On y va, considération générale sur la théorie de Kohlberg. Donc, c'est des considérations peut-être un peu plus méthodologiques, quoique là, ce n'est pas un cours de philosophie des sciences, donc je ne vais pas entrer dans le détail de la méthode, mais des considérations pour pouvoir bien l'utiliser. Les travaux de Kohlberg aident, je pense, à se donner une perspective plus large, même si ça ne peut pas trancher sur l'éthique, et on peut l'utiliser dans la vie quotidienne pour filtrer des arguments, on peut l'utiliser pour filtrer des arguments dans des débats en santé, par exemple, en ergothérapie. Manuel qui va le présenter, qui va utiliser ce cadre-là. On peut l'utiliser en génie civil pour voir l'acceptabilité sociale, pour filtrer des arguments. Donc, ça peut être utilisé de façon très large, mais en même temps, c'est pas une perspective qui donne un fondement à des points de vue moraux ou éthiques, là, comme les théories philosophiques qu'on va voir par la suite. Donc, je pense que c'est important de voir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça vient nous donner comme indication, la perspective de Kohlberg. Premier élément qui est vraiment important pour bien considérer ce que sa perspective peut nous dire légitimement, c'est de garder à l'esprit l'erreur du scientisme ou la dérive du scientisme. Donc, que je vous ai déjà expliqué dans une autre capsule. Si vous ne l'avez pas clairement à l'esprit, ça peut être bon de retourner voir en quoi ça consiste le scientisme ou cette erreur-là, parce que Kohlberg était conscient du scientisme, était conscient que c'était erroné comme perspective, que c'était une erreur, que c'était une dérive. Donc, Kohlberg ne voulait pas tomber dans l'erreur du scientiste. Donc, ça va, disons, de l'avoir nous aussi en tête, ça va aider à se tuer. Que dit le scientiste? Donc, retournez voir la capsule là, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, mais que dit le scientiste très rapidement? Le scientisme, ce n'est pas la science, mais plutôt la croyance. Donc, c'est une croyance selon laquelle la science pourrait répondre à toutes les questions, y compris les questions morales ou les questions éthiques. L'erreur ici, c'est une confusion entre les faits, ce qui intéresse la science, c'est ce dont elle peut parler de façon légitime. Il y a une confusion entre les faits ou les jugements de faits, dont s'occupe la science, et les jugements de valeur, qui sont impliqués, forcément, qui sont impliqués par les problèmes éthiques ou les dilemmes éthiques, dilemmes moraux. Donc, le scientisme, l'erreur, c'est de penser que la science peut répondre juste avec des faits à des problèmes éthiques. Si on revient ici à la théorie de Kohlberg, première limite que ça nous donne ou que ça nous indique, c'est que si on veut se servir de la psychologie pour essayer de voir quelles seraient les bonnes décisions éthiques à prendre, tout de suite, en partant, on fait fausse route, on s'en va direct dans un mur, celui du scientisme. Parce que si on part avec l'idée que la psychologie peut nous dire quelles options sont les meilleures éthiquement, ça serait prétendre que la psychologie, donc une science, peut répondre à des questions de valeur. Alors que la psychologie, si elle veut être une science, si elle veut demeurer dans le cadre scientifique,
elle peut seulement s'occuper que des jugements de fait. Elle ne peut pas s'occuper des jugements éthiques. Donc ici, première considération. Et vous avez ça dans les notes de cours. J'ai mis 5 considérations que vous avez à la page 21. Donc ça, c'est la première considération. Première considération que ça nous donne, c'est que si Kohlberg ne peut pas, en tant que psychologue, se prononcer sur les prises de position morales ou éthiques, sur quoi est-ce qu'il peut se prononcer dans ce cas-là? S'il veut faire une théorie sur le développement moral, mais en ne pouvant pas se prononcer sur les prises de position morales, ça nous donne la première considération, c'est que la théorie de Kohlberg porte sur les motifs d'action, ce qui va motiver à agir. Donc, c'est en quelque sorte, qu'est-ce qui me pousse à penser que telle chose est bonne ou mauvaise? Peu importe c'est quoi que je considère comme étant bon ou mauvais, qu'est-ce qui me motive à penser que c'est bon ou mauvais? Et là, Kohlberg essaie de voir, chez les individus, à peu près de tel âge à tel âge, quel genre de considération entre en ligne de compte lorsqu'ils sont motivés à penser ou à croire que telle chose est bonne ou mauvaise, peu importe la position qu'ils pensent que c'est bon ou mauvais. Donc, Kohlberg essaie de voir quels sont les motifs qui poussent à agir ou qui poussent à penser que telle chose est bonne ou mauvaise, parce qu'on peut soit le penser par la réflexion, soit le faire ou éviter de le faire. Ça peut être dans l'action ou ça peut être dans la pensée. Donc, Kohlberg, c'est ce qu'il appelle les motifs d'action. Il essaie de voir quel genre de considération, et c'est là qu'il essaie de répartir, dans le fond, des étapes dans le développement. Est-ce qu'il y a des considérations qui arrivent toujours en ligne de compte chez tout individu, même si elles ne sont pas considérées de la même façon à certains âges? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de considérations qui ne sont pas encore perçus ou pris en considération à certains âges, qui arrivent plus tard? Si c'est le cas, on pourrait dire qu'il y a comme un stade, il y a comme un palier, quelque chose qui n'est pas là, mais ensuite on passe la marche et on embarque sur tel truc qu'on voit, qu'on considère, qui amène à plein de positions différentes, parce que, encore là, Kohlberg ne peut pas se prononcer sur les prises de position, mais essaie de voir ce qui motive à l'action. On pourrait appeler ça des justifications, on pourrait appeler ça des raisonnements. Pourquoi est-ce que Kohlberg utilise l'expression de motif d'action? C'est tout simplement, pour être plus englobant, on pourrait appeler ça des justifications, on pourrait appeler ça des raisonnements, mais c'est tout simplement que dans la vie, de la façon que les problèmes éthiques ou les choix moraux se présentent, bien, on n'est pas toujours en train, disons, de réfléchir sous forme formelle d'une argumentation. La vie n'est pas une longue dissertation. Peut-être heureusement d'ailleurs. Donc souvent, on va être motivé à considérer qu'une chose est bonne ou mal, mais sans nécessairement, sur le plan formel, procéder par un raisonnement conscient, détaillé. C'est pour ça que Kohlberg appelle ça des motifs d'action. C'est plus large, ça englobe plus de choses, pas juste qui se présentent sous forme d'une logique argumentative, mais les justifications entrent là-dedans. Je vous donne un exemple, ça va être plus tangible. Je vous donne un exemple de cas que Kohlberg utilisait. Kohlberg et les membres de son équipe. Et vous allez peut-être mieux voir qu'est-ce qui pouvait être évalué, ou en tout cas comment est-ce qu'il procédait. Un des exemples, ou une des mises en situation plutôt utilisées par Kohlberg, son équipe, c'est le cas de Heinz. H-E-I-N-Z, comme Heinz, comme le ketchup, mais au lieu d'être le ketchup, c'était le nom d'une personne. Donc, on va dire Heinz, c'est un individu qui se situe en Europe, et il va dire son épouse est atteinte d'une forme très rare de maladie, de cancer, pour lequel il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle, au moment où il pose la question. Et il va dire donc, son épouse et Heinz sont sous le choc, ils apprennent qu'elle va mourir, que ça va se passer assez vite, ça va dégénérer,
Il n'y a pas de traitement connu à large échelle, accessible dans le système de santé publique. Mais par contre, tout d'un coup, le médecin les informe qu'il y a un pharmacien dans la même ville qui a découvert un prototype de médicament qui semble être très efficace pour cette maladie très rare-là. Par contre, donc, le pharmacien vend le médicament à titre privé. Il n'y a pas d'assurance qui vient de couvrir ça, mais il dit, bon, ben, ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, ça semble efficace. Vous pouvez le contacter, vous pouvez voir si vous voulez essayer le traitement. Le pharmacien, donc, a investi en termes de temps, d'argent, de recherche pendant des années. Et maintenant, pour produire le médicament, ça lui coûte environ 200 $, mais il vend 10 fois plus cher. Il vend la dose, là, il vend le médicament environ 2000 $. Ça lui coûte à peu près 200 $, il vend ensuite 2000 $. Son raisonnement, c'est de dire, ben, j'ai investi du temps, des années de recherche, je veux rentabiliser la chose. Peut-être juste ici, pour l'avoir bien en tête, lorsque Kohlberg développe ses travaux, bon, une bonne partie des entrevues et des stades vont avoir lieu dans les années 70, commence le traitement théorique avant, l'année 60, ça va se poursuivre après aussi, mais disons, en gros, là, je ne pense pas qu'on a besoin d'entrer dans le détail de tout le déroulement. Disons, pour vous situer, peut-être autour des années 70, début 70 pour la perspective générale. C'est donc une perspective où il n'y a pas un accès facile et rapide au crédit. Il n'y a pas des offres qui vous arrivent par la poste. Prenez une carte de crédit, on vous donne tout de suite une marge de crédit sans même faire nécessairement d'enquête, plus ou moins. Il n'y a pas cet accès facile-là au crédit et à l'emprunt. Donc, Heinz essaie, donc prend toutes ses économies, se rend compte qu'il n'y a pas le 2000 $ pour la dose, va voir toute sa famille, ses amis, son entourage pour emprunter de l'argent et réussit à amasser autour de 1000 $, un peu moins que 1000 $. Donc, il y a à peu près la moitié de la somme requise, un peu moins que la moitié de la somme requise. Il va voir le pharmacien, il lui explique sa situation, lui dit, bon, voilà, mon épouse est atteinte de cette forme très rare de maladie, elle va mourir si elle n'a pas le traitement, je sais que vous vendez à 2000 $, mais est-ce que vous accepteriez une des deux options que je vous propose? Est-ce que vous accepteriez soit de me vendre le médicament pour à peu près 1000 $, le montant qu'il a, donc qu'il a réussi à accumuler, au lieu de 2000, vu qu'elle va mourir sinon. Est-ce que vous acceptez ça? Ou deuxième option que Heinz propose aux pharmaciens, il va dire deuxième option, est-ce que si vous refusez de vendre moins cher, est-ce que vous acceptez que je vous donne toute la somme totale que j'ai réussi à accumuler, donc le prix de 1000 $ maintenant, et je m'engage, on pourra signer quelque chose, je m'engage à vous rembourser plus tard le restant de la somme pour faire le 2000 $. Et là, le pharmacien refuse. Il refuse les deux options. Il refuse de vendre moins cher, mais il refuse aussi de lui prêter, dans le fond, la somme qui manque pour faire le 2000 $. Globalement, le pharmacien va dire, bien, je suis navré pour la situation de votre épouse, mais le médicament que j'ai conçu, c'est justement un médicament qui traite ce type de maladie-là. Donc, forcément, toute personne qui va avoir besoin de mon médicament, c'est des personnes qui sont à risque de décéder, de mourir, puisque c'est un traitement pour cette forme très rare de cancer, donc qui occasionne la mort, forcément. Donc, le pharmacien va dire, je peux compatir avec vous, je suis vraiment désolé, mais à partir du moment où j'ai décidé de fixer ce montant, le montant de la vente à 2000, je m'y tiens, parce que si je vous vends à vous parce que votre épouse est malade, bien forcément, tout le monde qui a besoin du médicament, ça va être la même chose, donc j'ai juste à fixer le prix autrement. Et ensuite, bien, il va dire, ma fonction, c'est pas de me transformer en banque, c'est pas de faire du crédit. Si vous avez déjà emprunté à votre famille, vos amis, vous allez déjà devoir le rembourser. Donc, moi, je ne veux pas prendre de risque de vous financer non plus. Et il va dire, bien, j'ai investi du temps
et de l'énergie pendant des années sans savoir si ça allait me rapporter. Maintenant que j'ai inventé ou trouvé ce médicament-là, je veux rentabiliser tous les efforts de recherche, tout mon investissement en termes de temps, d'énergie, mais d'argent aussi. Et même si ça semble un grand profit, que ça me coûte 200, que je revends à 2000, j'ai décidé que c'était ma façon de rentabiliser mon temps avec l'invention. Donc, le pharmacien refuse. Ça, c'est la mise en situation que Kohlberg et son équipe de recherche utilisaient avec les individus qu'elle allait interviewer. Et là, il interviewait des individus, comme je vous mentionnais tantôt, de pays différents, de cultures différentes, de groupes socio-économiques différents. Il pouvait les rencontrer aussi à, supposons, 8 ans, les rencontrer à nouveau à 10 ans, 12 ans, donc, etc. Leur présentait des mises en situation de ce type-là, comme le cas de Heinz. Et là, face à cette situation-là, la question que Kohlberg posait, ou plutôt les deux questions que Kohlberg posait, c'était une fois que Heinz a été exposé au refus du pharmacien, il est découragé, il rentre chez lui, il commence à réfléchir et finalement, pendant la nuit, il décide de se rendre au local du pharmacien, défonce, entre par infraction, vole le médicament et va le donner à son épouse pour qu'elle puisse être traitée. Et là, les deux questions que Kohlberg posait, c'était est-ce que Heinz a bien fait de voler le médicament? D'un point de vue éthique ou moral, est-ce que Heinz a bien fait de voler le médicament? Oui ou non? Et deuxième question que Kohlberg posait, c'était pourquoi? Et en réalité, ce qui intéressait Kohlberg et son équipe de recherche, c'était absolument pas que les individus disent que Heinz a bien fait ou qu'il a mal fait de voler le médicament. C'est pas ça qui intéressait Kohlberg pour une raison très simple. C'est que la prise de position est une prise de position en termes de jugement de valeur. On pense que c'est bien ou que c'est mal qui a volé les médicaments dans ce contexte-là. Et Kohlberg, en tant que psychologue, ne peut pas évaluer la prise de position d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue scientifique parce que ça serait tombé dans l'erreur du scientisme. La science ne peut pas dire laquelle des prises de position en termes de jugement de valeur serait la bonne prise de position. Donc, quand Kohlberg va demander aux individus est-ce que Heinz a bien fait ou non de voler les médicaments, c'est pas la réponse à cette question-là qui intéresse Kohlberg parce que Kohlberg peut rien faire avec cette réponse-là du point de vue de l'étude là, qu'il veut mener. Ce qui intéresse Kohlberg, c'est la deuxième question. Lorsqu'il va dire pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a bien fait ou pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a mal fait de voler les médicaments? Et là, ce qui intéressait Kohlberg, c'est justement dans cette réponse-là, pourquoi, là, il essayait de voir qu'est-ce qui motive l'action de voler ou de ne pas voler le médicament dans ce contexte-là, ou qu'est-ce qui motive le jugement qu'il a bien fait ou mal fait de voler les médicaments dans ce contexte-là pour son épouse, etc. Et c'est là que Kohlberg et son équipe essaient, dans le fond, de voir est-ce qu'il n'y a pas un peu comme dans le développement de l'intelligence, où l'enfant en bas âge n'a pas la notion d'accélération. Est-ce que là, dans les raisonnements moraux ou éthiques, est-ce qu'il n'y a pas des stades ou des espèces de paliers dans les considérations? Et effectivement, Kohlberg, là, sur le plan factuel, il relevait qu'il y a certaines considérations qui apparaissent de façon systématique à certaines étapes, qui prennent toute la place et ensuite qui sont remplacés par d'autres considérations. On va regarder chacun des stades. Donc, on va regarder en détail en quoi consistent ces caractéristiques-là. Juste comme avant-goût, là, mise en bouche, pour vous placer, je vous donne une indication. Par exemple, en très bas âge, ce qui prend l'avant-plan, c'est ce qui est perçu comme des punitions ou des récompenses. Ce qui va motiver à penser qu'il a bien fait ou mal fait, peu importe la position, c'est est-ce que l'individu perçoit son geste comme pouvant être puni ou récompensé. Si ça peut être perçu comme
pouvant être puni, c'est perçu comme étant mal, c'est perçu comme étant récompensé ou potentiellement récompensé, c'est perçu comme pouvant être bien. Donc, ça, c'est le type de considération. Après ça, ça va être plus subtil, ça va être un peu plus qu'est-ce qui semble être dans son intérêt personnel. Ce qui semble être dans son intérêt personnel va être considéré comme bien, éthiquement ou moralement pour les individus et vice-versa. Ensuite, donc, ça va être groupe d'appartenance. Fait qu'on va regarder les caractéristiques chacun des stades. Mais ça, c'est la première remarque générale sur la théorie de Kohlberg. Ce qui l'intéresse, c'est les motifs d'action ou les justifications. Mais comme je disais tantôt, ça ne se présente pas nécessairement sous forme de raisonnement argumentatif. Ce n'est pas une argumentation formelle, mais on peut déceler au travers de ça des espèces d'arguments ou de motivation. Qu'est-ce qui vient porter à croire ou penser qu'il a bien fait ou il a mal fait d'agir comme ça. Donc ça, c'est la première considération très, très, très générale sur la théorie de Kohlberg. Il essaie de voir, dans le fond, les types de motivation, les types de considérations qui entrent ou qui n'entrent pas en ligne de compte dans le raisonnement, indépendamment de la prise de position que la psychologie ne peut pas évaluer. Donc, si quelqu'un vous dit une position, elle est meilleure, elle est plus aboutie en termes de développement psychologique, c'est un raccourci, c'est une fausse considération. La psychologie ne peut pas dire laquelle des prises de position est plus aboutie. Ce que la psychologie peut indiquer, c'est lequel des types de raisonnement a le plus large éventail, est plus loin dans le développement, parce qu'il est plus englobant, mais ça ne vient jamais statuer sur la prise de position. Donc, sinon, on tombe dans l'erreur ou la dérive du scientiste. Donc ça, c'est première considération, mais qui est extrêmement importante pour ne pas déformer les travaux de Piaget ou pour pas, de Kohlberg, pour ne pas déformer les travaux de Kohlberg ou pour ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas et qu'ils ne peuvent pas dire. Deuxième considération, c'est que les 6 stades identifiés par Kohlberg dans le développement du jugement moral, ou développement des types de considérations qui entrent dans le raisonnement moral ou éthique. Les 6 stades représentent le passage graduel entre, d'un côté, l'hétéronomie et de l'autre côté, l'autonomie. Qu'est-ce que Kohlberg appelle hétéronomie et qu'est-ce qu'il appelle autonomie? L'hétéronomie, donc ça vient de hétéro, qui signifie, en grec, signifie l'autre ou le différent. Par exemple, si vous pensez dans la sexualité, l'hétérosexuel est attiré par l'autre sexe, contrairement à l'homosexuel qui est attiré par homo, le même, similaire. Donc, hétéro, c'est ce qui est autre, ce qui est différent. Et hétéronomie, donc hétéronomie, première partie du mot, hétéro, donc vient du grec qui signifie l'autre, le différent. Deuxième partie du mot, nomie, vient de nomos en grec, et nomos en grec, ça signifie les normes. Donc, hétéronomie, ou nomos, ça signifie que la norme est extérieure à nous, elle est autre que nous. Donc, l'hétéronomie, la plus totale ou la plus complète, est aussi un stade de dépendance où ce qui nous semble bon, mauvais, juste, injuste, etc., donc ce qui vient comme servir de norme mentalement au moins, à tout le moins, repose sur quelque chose d'autre que nous. Et là, dans l'hétéronomie, donc dans la dépendance, lorsque la norme, le nomos, est situé à l'extérieur de notre conscience, en quelque sorte, ou d'une prise par notre raisonnement, ou notre raison, ou notre conscience, cet autre-là, dans l'hétéronomie, ça peut être une autre personne, les parents, en bas âge. C'est le plus clair, le plus direct, le plus manifeste. Ça peut être une autre personne, les parents. Ça peut être non pas une personne, mais
une espèce d'institution ou un cadre écrit, les lois, par exemple. Donc, si j'obéis de façon aveugle aux lois, sans même les comprendre, là, je suis dans l'hétéronomie. J'agis, mais pour une norme qui est extérieure à moi, que je ne comprends pas. Si je la comprends, là, je vais l'intégrer, ce ne sera plus de l'hétéronomie. Mais si c'est une obéissance comme ça, donc qui est située, que je ne peux pas réfléchir la loi pour essayer de la comprendre, de la saisir, de voir en quoi est-ce qu'elle est justifiée ou pas, si je ne peux pas faire ça, là, je suis dans l'hétéronomie. Donc, hétéronomie, la source de la norme, elle est extérieure, ça peut être une autre personne, les parents, ça peut être un cadre, les lois qu'on ne comprendrait pas, par exemple. Ça peut être une instance qui est située à l'intérieur de nous, mais qu'on ne contrôle pas du tout, que Kohlberg va aussi mettre dans l'hétéronomie. Les pulsions et les passions entrent là-dedans. La passion, en grec, ça vient de pathos. La passion, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui nous comprend. Le terme grec de pathos, c'est dans la racine du terme de passion en français, mais pathos aussi en grec, c'est dans la racine du mot pathologie et du mot pathétique. C'est déjà comme une première petite indication que c'est peut-être pas tout positif. En quoi est-ce que les pulsions et les passions, même si c'est des choses en nous, c'est de l'hétéronomie, c'est que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Si je ne peux pas maîtriser mes désirs, si je ne peux pas maîtriser mes pulsions, si je ne peux pas maîtriser mes passions, alors je suis la marionnette des désirs, des pulsions, des passions, de ce qui se joue en moi. Donc, pour Kohlberg, tant que c'est les pulsions, passions, désirs qui nous dirigent sans qu'on ait de prise sur eux, on est comme une espèce de marionnette. Donc, même si c'est situé à l'intérieur de nous, nos désirs, nos pulsions, etc., Kohlberg va catégoriser ça comme étant aussi de l'hétéronomie, parce que la norme, ce qui décide, n'est pas nous, notre conscience, pleinement maîtrisée, c'est quelque chose d'extérieur. Les pulsions, les passions, même si ces pulsions-là sont à l'intérieur de nous, donc ça nous contrôle comme une marionnette. Ça, c'est l'hétéronomie. Donc, dans une forme la plus radicale, on n'aurait aucun contrôle sur nos pulsions, nos passions, etc. Ou on n'aurait aucune capacité de ressaisir les raisonnements de nos parents qui nous permettent ou interdisent, ou de la loi qui permet qu'interdit. Ça va être premier spectre de l'horizon, l'hétéronomie. De l'autre côté, l'autre extrême, c'est ce que Kohlberg appelle l'autonomie. Là, si on décompose le mot aussi dans son origine grecque, auto, bien, ça désigne ce qui peut se mouvoir par lui-même, ce qui est autonome en quelque sorte. Donc, comme automobile, c'est qu'est-ce qui bouge, mobile, par soi-même. Donc, dans l'autonomie, nomie vient encore de nomos, qui veut dire norme, c'est que là, il y a un auto-saisissement de la norme ou une capacité de la saisir. Donc, dans l'autonomie, on est capable d'évaluer, dans le fond, ce qui semble, notre évaluation peut être bonne ou pas, là. Kohlberg n'entre pas dans la justesse nécessairement, mais dans l'autonomie, il y a cette capacité à saisir, dans le fond, ce qui semble pouvoir justifier ou pas qu'on accepte comme une norme qu'il est bien ou mal, juste ou injuste, d'avoir tel ou tel comportement en société, par exemple. Donc, l'autonomie va être une prise, dans le fond, de possession réelle de la valeur ou de l'articulation des normes. Donc, ça peut mener à plein de positions différentes, mais il va avoir cette capacité-là à les saisir. Remarquez, je n'élaborerai pas pour ici parce que c'est pas nécessaire, mais quand même, ça vaut le coup et la joie de mentionner ça. Remarquez que ce que Kohlberg appelle l'autonomie, c'est pas du tout de soi-même inventer ou créer toujours ses propres normes. C'est plutôt de soi-même pouvoir évaluer les normes.
mais ça ne veut pas dire qu'on les invente ou qu'on crée nos propres normes, parce que ça serait une contradiction. Ultimement, si tout le monde doit créer ses propres normes, il n'y a plus de normes communes. Si tout le monde doit inventer ses propres conceptions du bien ou du mal, il n'y a plus d'horizon commun de ce qui est socialement acceptable ou inacceptable. Donc, Kohlberg n'a pas la naïveté de prétendre que l'autonomie serait d'inventer ou de créer soi-même ses propres normes, parce que ça arriverait à des incohérences. C'est plutôt la capacité d'évaluer par soi-même les justifications des normes. Donc, peut-être bien ou mal les évaluer, mais quand même d'être capable d'évaluer les normes, ce qui semble juste ou injuste, peut amener à différentes positions. Donc, ça peut être pour accepter des normes, parce qu'ils semblent justifiés, ou ça peut être pour contester des normes, ça peut mener aux deux, mais c'est cette capacité-là. En même temps aussi, Kohlberg croit, en tant que psychologue, là, il ne croit pas qu'on est un jour là, libre de toute influence, de toute détermination, toute corrélation de ce qui peut expliquer dans notre vécu, nos événements, etc. Donc, Kohlberg ne conçoit pas l'autonomie comme si on était complètement indépendant de tout. Là. Il n'y a personne qui est une île là, séparée du reste. On est toujours sous influence diverse de l'entourage, de la société, de l'époque, de l'horizon de vie, etc. Donc, l'autonomie, au sens de Kohlberg, ici, ne veut pas dire là, qu'on est complètement détaché de toute influence ou tout apport dans les réflexions. On n'a pas à tout réinventer soi-même. OK? Je reviens à la théorie de Kohlberg sur le développement du jugement moral. Dans les remarques générales sur sa théorie, première remarque, Kohlberg ne peut pas évaluer les prises de position, il évalue les motivations ou les justifications apportées, les motifs d'action. Deuxième remarque, c'est que en évaluant les motifs d'action ou les types de considérations qui entrent ou pas en ligne de compte, Kohlberg établit 6 stades et, là c'est la deuxième remarque, les 6 stades représentent le passage graduel entre l'hétéronomie et l'autonomie. Donc, au stade 1, l'individu est dans un stade d'hétéronomie à peu près complet. Il ne peut pas vraiment saisir le bien fondé ou pas de ce qui est présenté comme bien ou mal, des normes. Après ça, il va graduellement se dégager un peu de l'hétéronomie pour s'en aller vers l'autonomie, mais il n'arrivera pas, ça ne sera pas un tout blanc ou tout noir, ça ne sera pas tout de suite parfaitement autonome, ça se fait de façon graduelle. Donc, les 6 stades représentent le passage graduel entre l'hétéronomie et l'autonomie. Ensuite, troisième considération. Troisième considération, c'est que Kohlberg va indiquer des groupes d'âge associés au stade. Les groupes d'âge, ça, c'est la donnée vraiment la plus variable. Pour le reste, Kohlberg remarquait que les caractéristiques se retrouvaient de façon systématique, mais pour les âges, ça, c'est la donnée la plus variable. Donc, cette donnée-là a une utilité parce que ça nous aide à situer les choses. Et si on se dit que le stade 2 est vers 10-12 ans, bien, si vous repensez, par exemple, lorsque vous aviez 10-12 ans, qu'est-ce qui entrait dans les considérations là, en vous, chez vous, mais chez vos amis, autour de vous aussi, personnes du même âge, ben, ça vient comme fournir plein d'exemples où on peut le revoir dans le vécu, comment ça pouvait se vivre, un stade 2, par exemple. Puis après ça, on arrive à tel autre stade qui va être plus vers 14, 15 ans. Ben là, on peut se rapporter à cette époque-là aussi. Donc, les groupes d'âge ont l'utilité de situer les choses aussi, de donner un horizon de développement, mais ça, c'est la donnée la plus variable et supposons que stade 2 est habituellement vers 10-12 ans, mais il peut arriver que quelqu'un arrive au stade 2 à 8 ans ou à 9 ans, même si, règle générale, c'est plus vers 10-12 ans, ça peut être avant, assez avant. Puis des fois, ça peut être après aussi. Quelqu'un pourrait y arriver juste à
12 ans au lieu de 10-12 ans. On pourrait y arriver juste à 13 ans. Ou le stade pourrait être plus long, plus prolongé que ce qui était. Donc, les groupes d'âge, ça, je vous dirais, faites vraiment attention à ça. C'est la donnée qui pouvait varier vraiment là, de manière plus marquée en fonction aussi des fois des milieux de vie, type d'éducation, des fois aussi pas juste données socio-économiques, ni données d'éducation, ni données culturelles, des fois probablement quelque chose d'ordre tout simplement biologique, là aussi, qui faut entrer en ligne de compte. Et des fois, il peut y avoir des passages plus rapides. T'sais, un individu pourrait atteindre, supposons, le premier, disons, deuxième stade, pourrait l'atteindre plus tard que d'autres, mais pourrait atteindre après le troisième plus rapidement. Ça peut être plus lent, etc. Donc, groupe d'âge, je vais vous les mentionner aussi, ça aide à se situer, se donner un horizon, mais il faut faire attention à cette donnée-là, c'est la plus variable. Ensuite, autre considération, c'est que Kohlberg remarquait que tout individu, dans son développement cognitif, en termes de raisonnement sur ce qui semble juste ou injuste, bien ou mal, éthique ou pas, moral ou non, tout individu passe toujours de manière séquencée par les stades. C'est-à-dire que les stades se présentent toujours dans ce même ordre-là. C'est-à-dire que tout le monde, au début, se retrouve dans le stade 1 et tout le monde va passer du stade 1 vers le stade 2 et tout le monde va passer du stade 2 vers le stade 3. Il n'y a pas personne qui va passer directement du stade 1 au stade 3 sans vivre le stade 2. Donc ça, cette indication-là, elle est importante dans la mesure où ce que nous indiquent les travaux de Kohlberg, c'est que tout le monde passe par chacun des stades dans le même ordre. Donc, il n'y a personne qui fait de saut par-dessus un stade. Donc, supposons dans le stade 2, ben, normalement, les caractéristiques de stade 2, vous êtes passé par là, vous aussi. Tout le monde est passé par là. Ensuite, c'est pas tout le monde qui va se rendre au 6e stade. Donc, c'est pas tout le monde qui se rend au même niveau dans le développement. D'ailleurs, pour les derniers stades, là, 6e stade, déjà en partant un stade très rare et en plus controversé. On regardera pourquoi, mais déjà stade 5, c'est à peu près autour de 20%, 20 à 25% de la population seulement qui atteint le 5e stade, selon Kohlberg, selon ses observations. Donc déjà là, ça nous dit qu'il y a 75% des populations, un peu partout à travers le monde, peu importe les cultures, qui restent stade 4 ou moins. Donc, c'est pas tout le monde qui va passer au travers de tous les stades, mais tout le monde passe au travers des stades dans leur ordre de croissance ou de niveau. Donc, il n'y a personne qui passe de stade 2 à 4 sans passer par le stade 3 entre les deux. Ensuite, dernière remarque générale, puis ensuite on va y aller là, avec chacun des stades pour les regarder. Dernière remarque générale, c'est que, règle générale, lorsqu'un stade est acquis, bien, il est acquis, et ce qui se retrouvait dans le stade précédent n'est plus suffisant pour nous motiver à agir. Donc, on considère que ce qu'on percevait au stade avant est insuffisant pour vraiment justifier une position, mais ça peut encore exercer une pression. Je vous donne un exemple assez simple. Premier stade, c'est punition-récompense. Donc, quelqu'un de stade 1, la seule et unique... Le stade 1, c'est en bas de 10 ans, là, fait que on ne devrait pas trop en voir autour, là. Stade 1, c'est en bas de 10 ans. Mais quelqu'un de stade 1, la seule et unique raison pour ne pas rouler, par exemple, à 100 km/h dans une zone scolaire, c'est la peur de la punition, peur, par exemple, d'avoir une contravention. Quelqu'un qui n'est plus de stade 1, qui est d'un autre niveau, il comprend que ce qui fait en sorte que c'est mal ou que c'est mauvais de rouler à 100 km/h en passant devant l'école primaire, c'est pas le risque de prendre une contravention, c'est d'autres raisons de ça. C'est le risque de carrément tuer quelqu'un, causer des torts, blesser, etc. Donc, la crainte, par exemple, d'avoir une contravention va rester là. La crainte de la punition, dit autrement, va rester là. Mais en même temps, on comprend que si c'est mal ou mauvais,
ou à éviter d'un point de vue moral ou éthique, c'est pas seulement parce que ça serait puni, c'est parce qu'il y a d'autres raisons aussi qui viennent justifier qu'on ne doit pas le faire. Donc ça, c'est autre considération. Une fois qu'un stade est dépassé, les motifs d'action qui se retrouvaient dans les stades précédents continuent à avoir une pression. On ne veut pas, par exemple, courir après des punitions, mais ces motifs d'action-là sont jugés insatisfaisants pour vraiment valider un choix. On va d'autres termes, on va quand même vouloir éviter, règle générale, les punitions, mais on comprend que si c'est mal, c'est pas juste parce que c'est puni, que c'est pas suffisant, que ça prend une meilleure raison que ça pour dire que c'est mal, même s'il y a la pression, par exemple, de ne pas vouloir être puni, par exemple. Pression qui pourrait être à géométrie variable. Dans certains cas, on pourrait dire que c'est quand même mieux d'avoir une punition si on considère que c'était pas vraiment justifié. Ça, c'est donc le cadre général pour la théorie de Kohlberg. Juste une dernière indication sur les stades avant de commencer. Qu'est-ce qui favorise le passage d'un stade à l'autre? Bien, Kohlberg remarquait que, règle générale, il y a tout intérêt à être confronté à des raisonnements de stade immédiatement supérieurs aux nôtres pour intégrer le stade plus rapidement. Donc, pourquoi est-ce que ça peut varier selon les âges? Là, il n'y a pas de réponse unique. Ça peut dépendre de différents facteurs, incluant des fois des facteurs tout simplement biologiques. C'est pas les seuls nécessairement, mais ça peut les inclure. Mais, règle générale, le fait d'être confronté à des stades de niveau supérieur aide le passage d'un à l'autre. Des fois, c'est fait de façon naturelle. Si vous remarquez, les enfants en très bas âge ne veulent habituellement pas être associés à des enfants plus jeunes qu'eux. Des fois, je sais pas, l'enfant a 3 ans, puis le petit cousin de 2 ans et demi, c'est juste 6 mois de différence, mais l'enfant de 3 ans va dire « Ah, lui, il se comporte de même parce que c'est un bébé. » Pour lui, le 6 mois de différence, c'est comme la différence entre lui qui est un bébé et pas lui. Il veut pas être... Donc, de façon naturelle, l'enfant souvent va chercher à être associé à d'autres enfants qu'il perçoit comme étant plus vieux. Donc, des fois, ça se fait de façon naturelle. Des fois, on peut l'organiser dans un cadre d'apprentissage. Par exemple, la personne de 12 ans a intérêt à être confronté à des raisonnements de stade qui arrivent tout de suite après, le stade qui apparaîtrait tout de suite après. Donc, la personne ne comprendra pas tout de suite, parce que ce n'est pas son stade, mais en même temps, si c'est le stade immédiatement supérieur, ça ne paraît pas juste abstrait. Si c'est quelqu'un de stade 1 qui est confronté à des raisonnements de stade 5, l'écart est tellement grand que c'est plus juste un écart, c'est un fossé, c'est un gouffre. Donc, la personne ne peut juste pas comprendre. Elle va dire, voyons, c'est bien compliqué dans sa tête réfléchir pour cette personne-là. Elle va juste rien comprendre. C'est trop, c'est un gouffre. Mais si c'est de stade immédiatement supérieur, là, la personne ne comprend pas tout, puisqu'elle n'est pas encore dans ce stade-là, mais en même temps, elle peut comprendre en partie. Et donc, elle va intégrer plus facilement. Donc, ça, c'est la dernière remarque générale avant d'y aller. Il y a toujours intérêt à être confronté à des types de justifications qui viennent de considérations appartenant à un stade immédiatement supérieur au stade dans lequel nous, on se situe à ce moment-là. On y va avec les différents stades.